Le silence dans la grande salle de bal était assourdissant. Une seconde auparavant, Chloé tenait le couteau pour couper son gâteau d'anniversaire. Un chef-d'œuvre à 3 étages à la vanille et à la feuille d'or. La seconde d'après, elle haletait, le glaçage lui aveuglant les yeux, la force de l'impact lui piquant la peau. Béatrice, sa belle-mère, se tenait au-dessus d'elle, essuyant la crème fouettée de sa main incrustée de diamants avec un regard de pur dégoût. Les déchets doivent être jetés à la poubelle, pas sur la table d'honneur, siffla Béatrice assez fort pour que toute la salle l'entende. Les invités se figèrent, mais ils ne regardaient plus Chloé. Ils regardaient Liam, le mari milliardaire qui n'avait jamais osé tenir tête à sa mère jusqu'à présent. Ce qu'il fit ensuite ne se contenta pas de choquer l'Assemblée. Cela détruisit une dynastie. L'invitation était arrivée dans une lourde enveloppe de couleur crème, du genre qui évoquait l'argent avant même d'avoir brisé le seau de cire. Mais pour Chloé, cela ressemblait moins à une invitation qu'à une convocation au tribunal. C'était son premier anniversaire de mariage, mais elle n'avait absolument rien à dire sur la façon de le célébrer. Beatrice Sterling, la matriarche de l'Empire maritime Sterling, une femme qui arborait son mépris comme un manteau de créateur, avait tout organisé. Le lieu choisi était le domaine Sterling dans les Hamptons, un vaste manoir froid où Chloé avait toujours l'impression qu'il fallait un passeport pour entrer. La liste des invités était un véritable who's who de l'élite new-yorkaise, dont aucun ne connaissait réellement Chloé et dont la plupart pensaient qu'elle était une croqueuse de diamants qui avait piégé le golden boy de la famille, Liam Sterling. Chloé se tenait devant le miroir en pied de la chambre d'amis du domaine, lissant le tissu de sa robe. C'était une modeste robe bleu marine qu'elle avait achetée dans le commerce. Béatrice lui avait proposé d'envoyer son styliste personnel, mais Chloé savait que c'était un piège. Si elle acceptait, elle serait habillée comme une poupée pour être ridiculisée. Si elle refusait, elle passerait pour une femme sans raffinement. Elle choisit le raffinement. « Tu es magnifique !» dit une voix grave depuis l'embrasure de la porte. Chloé se retourna et vit Liam appuyé contre le cadre. Il était impeccablement vêtu d'un smoking sur mesure, ses cheveux bruns parfaitement coiffés, mais ses yeux semblaient fatigués. Liam Sterling était un homme qui dirigeait des conseils d'administration et négociait des fusions de plusieurs milliards de dollars. Mais dans cette maison, sous le toit de sa mère, il semblait toujours se recroqueviller un peu. Il était le pacificateur, l'observateur silencieux. Il aimait Chloé, elle le savait, mais il aimait aussi sa mère. Ou peut-être craignait-il simplement son influence. « Vraiment ?» demanda Chloé, la voix légèrement tremblante. « Parce que j'ai l'impression d'être un agneau sacrificiel. » Liam s'approcha et lui prit les mains, frottant doucement ses pouces sur ses jointures. « Ce n'est qu'une nuit, Chloé. Une nuit pour maintenir la paix. Maman essaie à sa manière. » Chloé faillit éclater de rire. « Elle essaie, Liam. La semaine dernière, elle m'a demandé si mon père était plombier parce que je savais réparer le siphon de l'évier. Mon père était professeur d'histoire au lycée. Elle vient d'une autre époque, dit Liam, l'excuse habituelle lui venant automatiquement aux lèvres. Elle veut juste préserver l'image de la famille. Ce soir est également important pour l'entreprise. Des investisseurs viennent. Essaie juste d'ignorer ses côtés tranchants pour moi. Chloé le regarda dans les yeux. Elle l'aimait. Vraiment. Quand ils s'étaient rencontrés, Liam utilisait un faux nom dans un café de Brooklyn, essayant simplement d'échapper au poids de son nom de famille. Ils étaient tombés amoureux autour de mauvais cafés lattes et de livres de poche partagés avant qu'elle ne sache qu'il était ce Sterling. Au moment où la vérité a éclaté, elle était déjà trop amoureuse. « D'accord, a chuchoté Chloé pour toi. Mais si elle fait encore des commentaires sur mon éducation, je me cache dans les toilettes. » Liam l'embrassa sur le front. « Marché conclu. Je serai à tes côtés. » En bas, l'atmosphère était déjà lourde de tension. La salle de bal était décorée avec une opulence excessive. Des milliers d'orchidées blanches, des lustres en cristal qui coûtaient plus cher que la maison d'enfance de Chloé, et un quatuor à cordes jouant doucement dans un coin. Beatrix Sterling se tenait au centre de la pièce comme une reine tenant sa cour. Elle avait 60 ans, mais en paraissait 40 grâce aux meilleurs chirurgiens de Suisse. Elle portait une robe argentée qui scintillait comme une armure. À côté d'elle se tenait Vanessa Kensington. Vanessa était de la file d'un magnat de l'immobilier, grande blonde, dotée d'une cruauté naturelle qui venait du fait qu'elle n'avait jamais entendu le mot « non ».
Elle était également la partenaire choisie par Beatrix pour Liam. Même si Liam avait épousé Chloé un an auparavant, Béatrice et Vanessa agissaient comme si ce mariage était une erreur administrative temporaire qui serait bientôt rectifiée. Elle porte du bleu marine. Vanessa ricana en sirotant son champagne. C'est une fête, pas un enterrement, même si je suppose que pour elle, la mort sociale est imminente. Béatrix plissa les yeux en voyant Liam et Chloé descendre le grand escalier. Du bleu marine, comme c'est banal. Elle disparaît dans le décor, exactement là où est sa place. Liam a l'air épuisé, remarqua Vanessa, feignant l'inquiétude. Elle le tire vers le bas, Béatrice. Il a besoin de quelqu'un qui comprenne son univers. Quelqu'un qui puisse l'aider à porter l'héritage, pas quelqu'un pour qui il doit constamment s'excuser. Patience, Vanessa, dit Béatrice d'une voix basse et menaçante. Ce soir, il s'agit de clarté. J'ai l'intention de faire comprendre très clairement à Liam et à tous nos investisseurs qu'une erreur a été commise et que les erreurs peuvent être corrigées. Lorsque Chloé arriva en bas de l'escalier, l'air semblait rare. Elle resserra son étreinte sur le bras de Liam. Béatrice lui adressa un sourire glissant qui n'atteignait pas ses yeux. Joyeux anniversaire. Béatrice prononça ces mots avec un goût de vinaigre. Elle ne regarda pas Chloé. Elle regarda Liam. Liam, mon chéri, le conseil d'administration est dans la bibliothèque. Ils ont besoin de te parler avant le toast. Liam fronça les sourcils. Maman, la fête vient de commencer. J'ai promis à Chloé. C'est urgent, Liam. Béatrice intervint d'un ton plus vif. Une crise dans la chaîne logistique de Singapour. Le PDG doit s'en occuper. Elle jeta enfin un coup d'œil à Chloé. Une lueur de pitié dans son regard, pire que la haine. Chloé comprend sûrement que les affaires passent avant tout. C'est la vie d'une épouse exemplaire. Tu comprends, n'est-ce pas, ma chérie? C'était le premier piège de la soirée. Si Chloé se plaignait, elle passerait pour quelqu'un de peu solidaire et de dépendant. Si elle acceptait, elle se retrouverait seule dans la fosse aux lions. « Vas-y, » dit doucement Chloé à Liam, en esquissant un sourire. « Je vais bien, je vais prendre un verre. » Liam semblait déchiré, mais le sens du devoir était ancré en lui. « Je reviens dans 10 minutes maximum. » Il lui serra la main et s'éloigna vers la bibliothèque. Dès qu'il fut parti, la température autour de Chloé sembla baisser de 10 degrés. Béatrice se tourna vers elle, son faux sourire disparaissant instantanément. « Ne te mette pas trop à l'aise, ma chère, » dit Béatrice froidement. « L'entrée du personnel est à l'arrière si vous avez besoin d'air frais. Cela vous conviendra peut-être mieux que la salle de bal. » Avant que Chloé n'ait le temps de répondre, Béatrice fit demi-tour et s'éloigna. Chloé resta seule au pied de l'escalier, serrant son sac à main comme un bouclier, tandis que les yeux de l'élite new-yorkaise la transperçaient. Elle ne le savait pas encore, mais la crise de Singapour était un mensonge. Il n'y avait pas de réunion. Liam était enfermé dans la bibliothèque avec un acteur payé pour se faire passer pour un consultant juridique, juste pour l'éloigner du rez-de-chaussée. Béatrice avait un programme à respecter et l'événement principal allait bientôt commencer. Chloé traversa la pièce comme un soldat dans un champ de mine. Elle essaya de se faire petite, se dirigeant vers les tables du buffet à l'autre bout de la pièce. Elle avait juste besoin d'un verre d'eau et d'un moment pour respirer. « Excusez-moi, » dit une voix traînante. Chloé se retourna et vit Vanessa qui lui barrait le passage. Vanessa tenait un verre de vin rouge dangereusement incliné. « Oh, bonjour, Vanessa, » dit Chloé en gardant un ton poli. « Vous appréciez la fête ?» demanda Vanessa en s'approchant. « Ça doit être tellement impressionnant pour vous. Toutes ces fourchettes, toutes ces personnes qui savent laquelle utiliser. »« Je m'en sors, » répondit Chloé en essayant de la contourner. « Tu sais, » continua Vanessa en se déplaçant pour lui bloquer à nouveau le passage. Béatrice et moi étions en train de regarder de vieilles photos. Liam avait l'air tellement plus heureux quand il était avec moi. Nous passions nos étés à Caux et nos hivers à Aspen. Nous parlons la même langue. Tu n'es qu'une touriste ici, Chloé, et les touristes finissent toujours par rentrer chez eux. Je suis sa femme, Vanessa, dit Chloé, une étincelle de colère s'allumant enfin dans sa poitrine. Pas une touriste. Vanessa rit d'un rire dur et cassant. Pour l'instant, oui, mais Liam est un Sterling. Il a besoin d'un atout, pas d'un handicap. Tu es charmante dans le sens où tu es un cas social, mais soyons réalistes. Tu le freines, tout le monde le sait. Vanessa se pencha vers elle et baissa la voix jusqu'à murmurer. « Rends-lui service.
Pars avant qu'il ne te le demande. Ce sera moins embarrassant pour tout le monde. Chloé sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler. « Excusez-moi », dit-elle fermement en repoussant Vanessa. En passant près d'elle, elle renversa accidentellement son verre. Du vin rouge éclaboussa la jupe de la robe bleu marine de Chloé. Ce n'était pas beaucoup, juste assez pour être visible, une tache sombre et humide sur sa cuisse. Oh, quelle maladresse de ma part! Vanessa poussa un cri assez fort pour attirer l'attention. « Oh, Chloé, je suis vraiment désolée. Je suppose que je ne t'avais pas vue. Tu te fondes vraiment dans le décor. » Quelques invités à proximité gloussèrent. Béatrice, qui observait depuis l'autre bout de la pièce, fit un signe de tête discret. La première phase était terminée. La victime était bouleversée, isolée et humiliée. Chloé se précipita vers les toilettes, les mains tremblantes. Elle tamponna la tache avec du papier absorbant, mais en vain. Elle se regarda dans le miroir. « Pourquoi est-ce que je fais ça ?» se demanda-t-elle. « Liam m'aime, c'est tout ce qui compte. » Elle prit une profonde inspiration, arrangea ses cheveux et ressortit. Elle ne les laisserait pas gagner. Elle resterait aux côtés de son mari pour couper le gâteau, sourirait aux caméras, puis ils rentreraient chez eux. Lorsqu'elle revint dans la salle de bal, les lumières s'étaient légèrement tamisées. Un projecteur était braqué sur le centre de la pièce où se trouvait une immense table. Sur celle-ci trônait le gâteau d'anniversaire. Il était incroyable. Haut de 1,5 mètres, il était décoré d'or comestible et d'orchidées en sucre. La musique s'arrêta. Béatrice prit le micro à l'avant de la salle. « Mesdames et messieurs », annonça Béatrice d'une voix tonitruante à travers les haut-parleurs. « Si vous voulez bien prêter attention, il est temps de passer à la tradition, la découpe du gâteau. » Elle fit signe à Chloé de s'avancer. « Chloé, ma chère, venez ici. Liam est malheureusement retenu par ses affaires. Mais nous ne devons pas faire attendre nos invités. Vous pouvez vous charger de cet équin. » Chloé hésita, coupant le gâteau seul. Cela lui semblait déplacé. C'était censé être un moment réservé au couple. « Allez-y », murmura un invité près d'elle. « Ne la faites pas attendre. » Chloé s'avança dans la lumière des projecteurs. La chaleur était intense. Elle se sentait exposée. Elle s'approcha de l'énorme gâteau et prit le couteau en argent avec le manche en ivoire. Béatrice se tenait juste à côté d'elle, arborant son sourire de requin. « Juste une petite part, ma chère. » Béatrice murmura hors micro. « Essaie de ne pas faire de gâchis. Je sais à quel point vous pouvez être maladroit. » La main de Chloé se crispa sur le couteau. Elle prit une inspiration et coupa le premier étage. Le gâteau était moelleux et se coupait facilement. Elle déposa une part sur une petite assiette en cristal. Béatrice s'approcha, envahissant son espace personnel. La pièce était équipée d'un système d'écoute. « Tu sais », dit Béatrice en baissant la voix pour que seule Chloé puisse l'entendre, mais le micro dans son autre main était suffisamment abaissé pour capter le son ambiant. « J'ai refait une vérification des antécédents de ta famille la semaine dernière. Les dettes de ton père, c'est embarrassant. Je les ai remboursées. Considère ça comme une indemnité de départ. » Chloé se figea. « Quoi? » »« J'ai racheté ces dettes, » siffla Béatrice. « Et je peux les réactiver si tu ne pars pas ce soir. » Chloé se tourna vers sa belle-mère, le visage marqué par le choc et l'horreur. « Tu ne peux pas faire ça. »« Je peux tout faire, » dit Béatrice. « Je suis une Sterling. Tu n'es personne. » Chloé sentit une montée d'adrénaline. Elle posa le couteau à gâteau. « Je ne vais pas couper ce gâteau, » dit-elle d'une voix tremblante mais audible. « Et je ne vais pas écouter ça. » Elle se retourna pour partir. « Oh non, tu ne vas pas partir !» Béatrice s'écria dans un moment de folie calculée, destiné à ressembler à un accident ou à un geste espiègle qui avait mal tourné. Béatrice tendit la main. Mais ce n'était pas un jeu. Elle attrapa l'assiette de gâteau que Chloé venait de couper, une grosse part lourde recouverte d'un épais glaçage et de crème au beurre. « Tu veux faire partie de cette famille ?» cria soudain Béatrice, s'adressant à la foule d'une voix stridente. « Alors goûte à la douceur de la vie dont tu rêves tant. » D'un geste violent, Béatrice jeta le gâteau directement au visage de Chloé. Le bruit fut celui d'un claquement humide. Chloé trébucha en arrière, aveuglée. Le glaçage lui remplissait le nez, recouvrait ses cils et coulait le long de son cou. La force du choc avait été suffisante pour lui causer des ecchymoses. Elle haletait, se grattant les yeux, essayant de respirer.
La pièce devint silencieuse. Personne ne riait. Ce n'était pas une farce, c'était une agression. Béatrice se tenait là, haletant légèrement, essuyant la crème de sa main sur une serviette qu'un serveur lui avait rapidement tendue. Elle regardait les invités, le menton levé. « Une ordure », déclara-t-elle, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. « Les ordures appartiennent à la poubelle, pas à la table d'honneur. Regardez-la. Regardez ce qu'elle est vraiment. Une catastrophe. » Chloé se tenait là, tremblant, de la crème coulant sur sa robe bleu marine ruinée. Elle se sentait petite, elle se sentait détruite. Elle ne pouvait pas voir la foule, mais elle pouvait sentir leur pitié et leur choc. Puis les lourdes portes en chêne de la bibliothèque s'ouvrirent brusquement. Le bruit résonna comme un coup de feu. Liam Sterling se tenait dans l'embrasure de la porte. Ce n'était plus l'homme calme et fatigué de tout à l'heure. Sa cravate était défaite, ses cheveux légèrement ébouriffés, et son visage était le masque d'une fureur absolument terrifiante. Il s'était échappé de la pièce fermée à clé. Il avait entendu la voix de sa mère dans les haut-parleurs. Il avait vu sa femme. Il avait vu le gâteau. Il avait vu le rictus de sa mère. Liam ne courut pas. Il marcha, mais il marcha avec l'énergie d'un prédateur. La foule s'écarta instantanément, terrifiée par son regard. Il ne regarda pas les investisseurs. Il ne regarda pas Vanessa. Il marcha droit vers Chloé. Liam. Béatrice commença à parler d'une voix hésitante pour la première fois. Elle avait dérapé. C'était une blague. Elle n'avait aucun sens de l'humour. Liam ne regarda même pas sa mère. Il rejoignit Chloé, prit son mouchoir en soie monogrammée et essuya doucement et tendrement le glaçage qui recouvrait ses yeux. « Tu vois ?» demanda-t-il, la voix tremblante de rage contenue. « Liam » sanglota Chloé, finissant par s'effondrer. « Je veux rentrer à la maison. »« Nous y allons, » dit Liam doucement. « Mais pas encore, » dit-il en se tournant vers sa mère. La pièce retint son souffle. « Tu l'as traité de poubelle, » dit Liam. Sa voix n'était pas forte, mais elle porta dans tous les coins de la pièce. « Tu as agressé ma femme devant tout le monde. Elle n'a pas sa place ici, Liam. » Béatrice hurla, perdant son sang-froid. « Je l'ai fait pour toi. Elle est faible. Elle est pauvre. Elle n'est rien. » Liam la fixa du regard. « Tu as raison, mère. Elle n'a pas sa place ici. » Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit un téléphone. Il tapa une fois sur l'écran. « Parce que cette maison, » dit Liam, « n'est plus la tienne. » Béatrice éclata d'un rire nerveux et aigu. « Ne sois pas ridicule. Il s'agit du domaine Sterling et du trust Sterling, » dit Liam d'une voix glaciale. « Il y a une clause, la clause de moralité. Section 4, paragraphe 2. Toute bénéficiaire qui jette le discrédit sur l'entreprise ou se livre à des actes de violence dans les locaux de l'entreprise perd immédiatement son poste de président. » Il désigna le coin de la pièce. « Nous diffusons en direct, maman. » Les investisseurs voulaient voir le discours. Ils ont vu ça à la place. Le visage de Béatrix pâlit. « Tu n'oserais pas. Je viens de le faire. » Liam dit, « Le conseil vient de voter. J'ai reçu la notification pendant que je défonçais la porte derrière laquelle tu m'avais enfermé. Tu es virée, Béatrice. C'est fini pour toi. » Liam se tourna vers la foule. « Sortez, dit-il. Vous tous. La fête est finie. » Le silence à l'intérieur de l'Aston Martin était plus pesant que celui qui régnait dans la salle de bal. Liam conduisait en serrant le volant en cuir de toutes ses forces, les yeux fixés sur les lumières floues de l'autoroute de Long Island. La pluie avait commencé à tomber, transformant le monde extérieur en une tache grise et néon, reflétant le chaos à l'intérieur de la voiture. Chloé était assise sur le siège passager, frissonnant. Elle avait utilisé un paquet de lingettes humides trouvé dans la boîte à gants pour nettoyer le pire du glaçage sur son visage, mais ses cheveux étaient encore collés par le sucre et la crème, et sa robe bleu marine était ruinée, se raidissant à mesure que le désordre séchait. L'odeur de vanille, autrefois douce, lui donnait maintenant la nausée. Elle sentait l'humiliation. « Je suis désolé, » dit Liam, la voix brisée. C'était la première chose qu'il disait depuis 20 minutes. « Je suis vraiment désolé, Chloé. » Chloé regardait par la fenêtre. « Tu n'as pas jeté le gâteau, Liam. Je l'ai laissé faire. » Il comptait, frappant le volant avec la paume de sa main. « Je t'ai laissé seul avec elle. Je savais comment elle était. Je pensais que si je jouais selon ses règles pendant une nuit, elle laisserait tomber. J'ai été lâche. Tu m'as défendu, » dit Chloé doucement. « Tu as quitté l'entreprise.
Ce n'est pas de la lâcheté, Liam, c'est du suicide. Du suicide financier. Liam poussa un soupir bruyant. Je me fiche de l'argent. Je me soucie de toi. On trouvera une solution. J'ai mes propres économies. J'ai le fonds fiduciaire. Nous prendrons une suite aux pierres. Nous appellerons un avocat demain matin et nous l'enterrerons sous les poursuites judiciaires jusqu'à ce qu'elle vende son domaine pour payer les frais juridiques. Il semblait confiant, mais Chloé vit son menton trembler. Beatrix Sterling n'était pas une femme qui savait perdre avec élégance. C'était une femme qui brûlait tout sur son passage. Ils arrivèrent à Manhattan 1 heure plus tard. Liam s'est arrêté devant le stand de voiturier du Pierre, l'un des hôtels les plus prestigieux de la ville. Le voiturier a reconnu la voiture et Liam s'est précipité, mais ses yeux se sont écarquillés lorsqu'il a vu l'état de Chloé. « Monsieur Sterling », a dit le voiturier, conservant son sang-froid professionnel malgré le désastre sur le siège passager. « Bon retour parmi nous. Nous avons besoin de la suite Penthouse pour la semaine, » dit Liam en tendant ses clés. Il fit le tour de la voiture pour ouvrir la porte de Chloé, la protégeant des regards curieux des passants avec sa veste. À l'intérieur du hall, l'opulence était aussi étouffante que dans le domaine des Hampton. Liam se dirigea vers la réception et posa sa carte Centurion noir sur le comptoir en marbre. « Monsieur Sterling, » dit le concierge en souriant nerveusement, « nous ne vous attendions pas. C'est une réservation de dernière minute. Passez-la, » dit Liam en tapotant la carte. Le concierge passa la carte. Un instant plus tard, il fronça les sourcils. Il la passa une deuxième fois, puis une troisième. Le silence devint pesant et inconfortable. « Y a-t-il un problème ?» demanda Liam d'une voix dure. « Je crains que la carte ait été refusée, monsieur, » murmura le concierge. « Elle est signalée comme volée, confisquée. » Liam se figea. « C'est impossible. C'est mon compte. Je peux essayer une autre carte. » Liam sortit son portefeuille. Il présenta une Visa, puis une Mastercard platine. Refusé, refusé. Béatrice avait agi plus vite que l'éclair. Elle les avait bloqués. Liam sentit son visage pâlir. Elle a signalé que mon identité avait été compromise. Elle m'a bloqué l'accès à tout. Les comptes joints, les fiducies personnelles, tout. « Monsieur, » dit le concierge, sa voix baissant d'une octave, perdant sa chaleur. « Sans moyen de paiement valide, j'ai de l'argent liquide, » dit Liam en tapotant ses poches. Il sortit un porte-billets. 200 $ au Pierre. Cela ne suffirait même pas à acheter un sandwich, sans parler d'une chambre. Chloé s'avança et posa une main sur le bras de Liam. Elle pouvait sentir la chaleur qui se dégageait de lui, la panique pure d'un homme qui n'avait jamais entendu le mot « non » de la part d'une machine de toute sa vie. « Liam » murmura-t-elle, « allons-y. » Non, Liam ne s'adressait pas à elle, mais à la situation. « Je suis Liam Sterling. Appelez le directeur. Je possède des actions dans cette chaîne hôtelière. »« Monsieur, ne faites pas de scène, s'il vous plaît, » dit le concierge en faisant signe à la sécurité. « Nous partons, » dit Chloé fermement. Elle prit la main de Liam et entrelaça ses doigts avec les siens. « Liam, regarde-moi. Nous partons maintenant. » Liam la regarda, les yeux hagards, puis il se dégonfla. Il acquiesça et récupéra les clés du voiturier avant qu'elle ne soit enregistrée. Ils remontèrent dans l'Aston Martin. Le voyant d'essence s'alluma. Niveau bas. « J'ai 40 $ dans mon sac à main, » dit Chloé calmement. « Et j'ai un compte bancaire Chamay dont elle ne connaît pas l'existence, car il n'a jamais été touché par les millions de sterling. Il y a environ 300 $ dessus. » Liam fixa le tableau de bord. 300 $? Ça suffit pour un plein d'essence et un toit au-dessus de nos têtes, dit Chloé. Mais pas ici. Ils quittèrent Manhattan et traversèrent le pont pour rejoindre le Queens. La silhouette de la ville, scintillante d'or et d'ambition, s'éloigna dans le rétroviseur. Ils se garèrent sur le parking du Starlight Motor Inn, un motel routier avec une enseigne aux néons clignotantes et un distributeur automatique qui ronronnait bruyamment dans l'air humide. La chambre coûtait 89 $ la nuit. Elle sentait la cigarette froide et le produit d'entretien au citron. La moquette était d'une teinte brune suspecte et le couvre-lit était fin et rugueux. Liam s'assit sur le bord du lit, toujours vêtu de son smoking sur mesure, ressemblant à un extraterrestre qui s'était écrasé sur une planète inconnue. Il se prit la tête entre les mains. « Je suis désolé, » murmura-t-il à nouveau. « Je t'avais promis de te donner le monde, et je t'ai amené ici. »
Chloé se dirigea vers le petit lavabo dans le coin. Elle mouilla un gant de toilette avec de l'eau froide et s'approcha de lui. Elle s'agenouilla entre ses jambes et lui essuya doucement le visage. « Tu m'as éloigné d'eux, dit-elle avec férocité. C'est tout ce que je voulais. Je préfère être ici avec toi plutôt que dans ce manoir avec elle. » Liam leva les yeux, les larmes aux yeux. Il la serra dans ses bras, enfouissant son visage dans son cou. Ils se serrèrent l'un contre l'autre dans la chambre d'hôtel miteuse. Deux réfugiés d'une guerre dorée. Mais pendant qu'ils dormaient, le monde numérique était en feu. Béatrice n'avait pas seulement gelé l'argent. Elle avait mis le feu aux poudres. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les minces rideaux en polyester de la chambre du motel, frappant les yeux de Chloé comme un coup physique. Elle gémit et tendit la main vers son téléphone posé sur la table de chevet. Elle s'attendait à quelques SMS d'amis, lui demandant si elle allait bien. Au lieu de cela, son téléphone vibrait si fort qu'il faillit tomber de la table. Plus de 89 appels manqués. Plus de 500 nouvelles notifications Instagram. Twitter en effervescence. Chloé. Elle s'assit, le cœur battant. Elle déverrouilla son téléphone et ouvrit Twitter. Le sujet le plus tendance à New York n'était pas l'agression de Beatrice Sterling. C'était une vidéo. Mais ce n'était pas la vidéo de Beatrice écrasant le gâteau. C'était une vidéo montée de manière sélective, quelques minutes plus tôt. Elle montrait Chloé en train de se disputer avec Vanessa. Elle montrait Chloé marchant sur la robe de Vanessa, ce qui n'était pas arrivé. C'était un effet d'angle de caméra. On y voyait Chloé l'air furieux près du couteau à gâteau. Et puis le titre du New York Chronicle, un journal que les Sterling possédaient pratiquement. Effondrement dans les Hamptons. Une femme intéressée menace les invités avec un couteau et est contrainte de quitter la fête d'anniversaire. L'article était un chef-d'œuvre de fiction. Il affirmait que Chloé était ivre, qu'elle avait exigé des parts de la société et que lorsque Béatrice avait tenté de la calmer, une bagarre avait éclaté, impliquant le gâteau. Béatrice était présentée comme la victime, une matriarche digne essayant de sauver son fils d'une femme instable. « Oh mon Dieu !» murmura Chloé. Liam remua à côté d'elle. « Qu'y a-t-il » Elle lui tendit le téléphone. Liam fit défiler l'écran, les yeux écarquillés. Il s'assit, le drap tombant de sa poitrine. « C'est un mensonge. C'est une invention pure et simple. Nous avons la vidéo en direct. »« On se bat ?» demanda Chloé à celui qui filmait, le caméraman engagé par sa mère. Liam chercha son téléphone. Il essaya de se connecter au serveur cloud de l'entreprise pour accéder aux images brutes. Accès refusé. Il essaya d'appeler le directeur juridique. Numéro déconnecté. « Elle l'a effacé », dit Liam d'une voix creuse. Elle a supprimé les vraies images et a diffusé ce récit complètement faux. Un coup sec à la porte du motel les fit sursauter tous les deux. Liam s'est levé et s'est placé devant Chloé. « Qui est-ce » ? « Le service d'étage » a répondu une voix étouffée. « Ce motel n'a pas de service d'étage » a chuchoté Chloé. Liam s'est dirigé vers la porte et a regardé par le Judas. Il s'est raidi. Il a déverrouillé la porte et l'a ouverte. Vanessa se tenait là, vêtue d'un trench coat blanc immaculé et de lunettes de soleil oversize. Derrière elle se tenaient deux hommes imposants en costume sombre. La sécurité privée. « Je t'ai trouvé », dit Vanessa en plissant le nez alors qu'elle entrait dans la chambre sans y être invitée. « Mon Dieu, Liam, ça sent le désespoir et le détergent bon marché ici. »« Sortez d'ici », dit Liam en montrant le parking. « Je suis là pour aider », dit Vanessa en sortant une épaisse enveloppe de son sac de marque. Elle la jeta sur le couvre-lit taché. Béatrice est déçue. Elle parle de crise de santé mentale. Elle est prête à payer pour une institution pour Chloé dans un endroit calme. Le Vermont, peut-être. « Tu es folle », dit Chloé en se levant. Elle portait la chemise trop grande de Liam, mais elle se tenait droite. Vanessa l'ignora et fixa Liam du regard. « Liam, papa est inquiet. Les actions ont chuté de 4% ce matin à cause du scandale. Béatrice va demander à ce que tu sois déclaré incapable de gérer tes actions en raison de l'influence indue d'un partenaire toxique. Elle va tout prendre, Liam. Le poste de PDG, la fiducie, l'héritage. » Vanessa s'approcha, la voix mielleuse. « Mais ça ne doit pas forcément se passer comme ça. Signe les papiers d'inscription dans cette enveloppe. Dis que tu as été contrainte, dis qu'elle t'a drogué, reviens à la maison. J'ai déjà parlé à l'équipe des relations publiques. On peut présenter ça comme si tu étais la victime d'un prédateur.
On peut redevenir le couple puissant. Liam regarda l'enveloppe, puis il regarda Vanessa. « Tu crois que je me soucie du cours de l'action ?» demanda Liam doucement. « Je pense que tu te soucies de ne pas être pauvre. » Vanessa ricana en jetant un coup d'œil autour de la pièce. « Tu es un Liam Sterling. Tu ne survives pas dans la nature. Tu as besoin de l'écosystème. Signe les papiers. Reviens au manoir. Nous prenons le brunch à midi. » Liam prit l'enveloppe. Il la soupesa dans sa main. « Tu as raison, dit Liam. Je suis un Sterling. » Il déchira l'enveloppe en 2, puis en 4. Il jeta les morceaux, semblables à des confettis, aux pieds de Vanessa. Mais le nom Sterling était autrefois synonyme d'honneur. Aujourd'hui, il désigne simplement des tyrans vêtus de vêtements coûteux. « Sors d'ici, Vanessa, et dis à ma mère que si elle veut la guerre, elle vient de la voir. » Le visage de Vanessa se tordit en un masque de pure haine. « Tu fais une erreur très coûteuse. Quand tu seras affamé, ne reviens pas ramper. » Elle fit demi-tour et sortit, suivie de ses gardes du corps. Liam claqua la porte et la verrouilla. Il appuya son front contre le bois, respirant bruyamment. « Liam, dit doucement Chloé, elle a raison sur un point. C'est moi, attends. On ne peut pas les combattre sans rien. Ils ont les avocats, les médias et l'argent. » Liam se retourna. « Je sais qu'on a besoin d'une armée, mais on n'en a pas. »« On n'a pas besoin d'une armée, » dit Chloé, le regard soudain perçant. Un souvenir lui était revenu. Un petit détail de la veille. Juste avant le gâteau, Béatrice avait murmuré quelque chose. « J'ai remboursé la dette de ton père. Je l'ai rachetée. »« Liam, » dit Chloé, « ta mère a dit qu'elle avait racheté la dette de mon père. Mais mon père n'avait pas cette dette. » Il était méticuleux. Il gardait tous ses reçus dans une boîte à chaussures dans son placard. En quoi est-ce important? C'est important parce que Béatrice est une créature d'habitude, dit Chloé, l'esprit en ébullition. Elle utilise l'argent pour contrôler les gens, mais elle est arrogante. Elle laisse des traces écrites parce qu'elle pense que personne n'est assez intelligent pour les trouver. Avant de te rencontrer, je travaillais comme assistante en audit judiciaire pour une petite entreprise. Je sais comment retrouver les chiffres que les gens essaient de cacher. Nous n'avons pas accès à ces dossiers, lui rappela Liam. Non, répondit Chloé. Mais nous avons accès aux anciens dossiers. Tu m'as dit un jour que ton grand-père, le fondateur, était tellement paranoïaque qu'il gardait des copies physiques des statuts originaux et du registre fondateur dans un endroit où Béatrice ne pouvait pas les toucher. Les yeux de Liam s'illuminèrent lorsqu'il comprit. Le coffre-fort en fer, elle se trouve au sous-sol de l'ancienne usine textile Sterling à Brooklyn. Le bâtiment est condamné et doit être démoli le mois prochain. Béatrice a-t-elle la clé? Non, répondit Liam, un lent sourire se dessinant sur son visage. Elle déteste cet endroit. Elle trouve qu'il est fan. Seul le PDG a la clé. Et techniquement, jusqu'à ce que le conseil d'administration ratifie officiellement ma destitution, ce qui prend 48 heures, je suis toujours le PDG. « Alors nous avons 24 heures, » dit Chloé en ramassant sa robe ruinée. « Remets ton smoking, Liam. Nous allons à Brooklyn. » L'usine textile Sterling se dressait sur le front de mer de Brooklyn comme une bête squelettique. C'était une relique d'une époque révolue. Les briques rouges s'effritaient et les fenêtres brisées ressemblaient à des dents acérées. Une clôture grillagée l'entourait, avec un panneau indiquant « Danger, ne pas entrer, propriété de Sterling Holdings ». La pluie avait cessé, mais le vent était glacial. Liam gara l'Aston Martin dans une ruelle à 3 pâtés de maison pour ne pas attirer l'attention. Ils firent le reste du chemin à pied, Chloé vêtue d'un jean et d'un sweat à capuche qu'elle avait acheté dans un magasin discount voisin avec le peu d'argent qui lui restait. Liam portait toujours son pantalon et sa chemise de smoking, ressemblant à un prince débraillé. « Cet endroit me donne la chair de poule », murmura Chloé alors qu'il se faufilait à travers un trou dans la clôture. « Grand-père Elias l'adorait, » dit Liam. Il disait que c'était là que le vrai travail se faisait. Il détestait les Hamptons. Il disait que l'air marin rendait les gens mous. Ils traversèrent la cour jonchée de débris et atteignirent les lourdes portes en acier de l'entrée principale. Liam sortit un trousseau de clés de sa poche. Ce n'étaient pas les clés de sa voiture. C'était une petite clé en fer rouillé qu'il gardait sur un anneau séparé. « Je ne l'ai pas utilisée depuis sa mort, » admit Liam. Il l'inséra dans la serrure. Elle résista, puis dans un grincement métallique, elle tourna. Ils se glissèrent à l'intérieur.
L'air était vicié, sentant l'huile et la poussière. Des pigeons voletaient dans les chevrons au-dessus de leur tête. La chambre forte est au sous-sol, dit Liam en allumant la lampe torche de son téléphone. Ils descendirent un escalier métallique qui grinçait à chaque pas. Ici, l'obscurité était totale. Ils arrivèrent devant une lourde porte blindée, du genre de celle utilisée dans les anciennes banques. « Allons-y, dit Liam. Il tourna le cadran. Gauche 40, droite 10, gauche 85. La combinaison était la date de naissance de son grand-père. Clac, sifflement. La porte s'ouvrit. À l'intérieur, des rangées d'armoires métalliques bordaient les murs. Ce n'étaient pas des lingots d'or ni des diamants. C'était du papier. Des décennies de papier. « Qu'est-ce qu'on cherche ?» demanda Chloé en parcourant les étiquettes. « Le grand livre rouge, répondit Liam. Grand-père m'a dit que si jamais l'entreprise perdait son chemin, le grand livre rouge la guiderait pour le retrouver. J'ai toujours pensé que c'était une métaphore. » Chloé commença à ouvrir les tiroirs. « Cherche 1985. C'est l'année où Béatrice a épousé ton père. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à s'impliquer. Ils cherchèrent pendant 1 heure. La poussière recouvrait leurs mains. Les yeux experts de Chloé scrutèrent les registres, remarquant des schémas. « Liam, regarde ça. C'est transfert. Des millions de dollars ont été versés à une société écran aux îles Cayman appelée Blue Heron. Les gens riches cachent leur argent, dit Liam, tout en continuant à fouiller. « Non, dit Chloé. Regarde la date. Ce transfert a eu lieu 2 jours avant que ton père ne meure dans cet accident de bateau. » Liam s'arrêta. Il se tourna lentement vers elle. « Quoi? » Et là, Chloé désigna une autre entrée. Des paiements à un certain Dr. Thorne. Des paiements mensuels récurrents pendant 20 ans. Liam. « Qui est le Dr. Thorne? Je ne sais pas. Liam dit que mon père n'avait pas de médecin nommé Thorne. Je l'ai trouvé. » Liam s'écria soudainement en sortant un livre relié en cuir du fond d'un coffre-fort. Le grand livre rouge, il l'ouvrit. Ce n'était pas seulement de la comptabilité. C'était un journal intime. L'écriture d'Elias Sterling défilait sur les pages. Liam lut la dernière entrée à haute voix, la voix tremblante. « Mon fils est faible. Mon fils a épousé une vipère. Béatrice n'est pas celle qu'elle prétend être. Elle n'est pas une Kensington. C'est une imposteur. J'en ai trouvé la preuve. Elle détournait les fonds de la société pour payer un maître chanteur à Zurich. J'ai l'intention de la confronter ce soir sur le bateau. Si je ne reviens pas, la fiducie ne doit jamais lui revenir. Elle doit être contournée. Elle revient au premier enfant de Liam. Ou si Liam épouse une femme qui possède les mêmes vertus qu'elle, les griffes du bon cœur. Liam leva les yeux, le visage pâle. Elle était sur le bateau. Le rapport officiel disait que mon père était seul. Mais grand-père savait qu'elle allait là-bas. Liam, murmura Chloé, horrifiée. « Tu crois qu'elle... » « Elle l'a tué, dit Liam, réalisant soudain la vérité. Ou elle l'a laissé mourir pour protéger son secret et garder l'argent. « Nous avons le mobile, dit Chloé. Nous avons la preuve financière du maître chanteur et nous avons le témoignage du grand-père. Cela l'a détruit. » Liam dit, « Il ne s'agit pas seulement de récupérer l'entreprise. Il s'agit de la prison. » Soudain, la lourde porte blindée derrière eux se referma avec fracas. Cling! Le son résonna comme un coup de tonnerre. L'obscurité les engloutit lorsque les lumières du couloir s'éteignirent. Seules les lampes torches de leur téléphone restaient allumées. « Liam !» s'écria Chloé. Ils coururent vers la porte. Liam attrapa la poignée pour l'ouvrir. Elle ne bougeait pas. Elle avait été verrouillée de l'extérieur. Une voix grésilla dans un vieux système d'interphone fixé au mur, poussiéreux, mais fonctionnel. « Je savais que tu finirais par venir ici, Liam. » La voix de Béatrice ronronnait, déformée par les parasites, mais reconnaissable entre toutes. Tu as toujours été sentimentale, tout comme ton grand-père. « Maman !» hurla Liam en frappant à la porte. « Ouvre cette porte !»« Je crains de ne pas pouvoir le faire, » répondit calmement Béatrice. « Ce bâtiment est destiné à la démolition. Rappelle-toi, l'équipe arrive tôt demain matin. Ce serait une véritable tragédie si 2 squatteurs se retrouvaient piégés à l'intérieur au moment de l'explosion. Ce ne serait qu'un accident de plus dans cette histoire prestigieuse. « Tu nous as suivis, » dit Chloé en se penchant vers l'interphone. « Tu as mis un traceur sur la voiture. Tu es intelligente, dit Béatrice. Trop intelligente. Tu aurais dû accepter l'annulation. Profite de l'obscurité, ma chérie.
C'est la dernière chose que tu verras. L'interphone s'éteignit. Liam tira sur la poignée de la porte de toutes ses forces, criant jusqu'à en avoir la gorge à vif. Mais cela ne servait à rien. Ils étaient piégés dans une boîte en acier enfouie sous terre. Avec entre les mains la preuve qui pouvait les sauver et la tuer. Chloé regarda le registre rouge, puis elle regarda les bouches d'aération au plafond. « Liam, dis-toi, dit-elle d'une voix étonnamment calme. « Arrête. » Il se tourna vers elle, haletant, le visage ruisselant de sueur. « On va mourir ici. »« Non, » dit Chloé. « Pas du tout. Regarde le conduit de ventilation. Il est trop petit pour toi. » Mais elle le mesura du regard. « Je peux passer. »« Il est à 9 mètres de haut, » protesta Liam. « Soulève-moi, ordonna Chloé. Béatrice pense avoir enfermé une serveuse sans défense. Elle a oublié qu'avant d'être la fille d'un professeur, j'étais gymnaste. Et avant cela, j'étais une survivante. Elle attacha ses cheveux en arrière. « Donne-moi le registre. Je vais nous sortir d'ici. Et ensuite, nous allons réduire son royaume en cendres. » Le conduit de ventilation était un gouffre en acier galvanisé, obstrué par 50 ans de poussière, de toiles d'araignée et de restes desséchés d'insectes morts. C'était un cercueil qui montait vers le ciel. Chloé glissa le registre rouge dans la ceinture de son jean, le cuir lui mordant la peau. « Je monte !» cria-t-elle d'une voix qui résonna étrangement dans cet espace confiné. « Fais attention. » La voix de Liam lui parvint de l'obscurité en dessous, empreinte de peur. « Ne regarde pas en bas. Avance. » Chloé posa ses mains contre les parois du conduit et poussa. Elle grimpa centimètre par centimètre dans une ascension pénible. Les vis métalliques accrochèrent son sweat à capuche. La poussière lui remplissait le nez, lui donnant envie d'éternuer, ce qui aurait été désastreux dans un espace aussi confiné. Ses épaules frottaient contre les parois métalliques. La panique montait en elle, le poids écrasant de la terre, l'obscurité, la certitude que Liam était piégé en dessous dans une pièce qui était sur le point de devenir un tombeau. « Tu n'es pas une victime, » se dit-elle, le mantra s'enfonçant avec sa respiration. « Tu n'es pas une serveuse. Tu es une championne et tu vas survivre. » 3 mètres, 6 mètres, ses muscles brûlaient d'acide lactique. Au-dessus d'elle, une faible grille de lumière apparut. La sortie. Elle atteignait la grille. Elle était rouillée et fermée. « Non » gémit-elle, les larmes traçant des sillons dans la crasse sur son visage. Elle poussa. Elle ne bougea pas. « Allez !» dit-elle en frappant du talon de la main le fer rouillé. 1 fois, 2 fois, elle sauta. Le bruit résonna comme une cloche dans l'usine silencieuse. Au 3e coup, les charnières corrodées cédèrent. La grille tomba bruyamment sur le toit et Chloé se hissa, haletant pour respirer l'air doux et frais de la nuit. Elle roula sur le toit en gravier de l'usine, crachant de la poussière noire. Elle était sortie, mais elle n'était pas en sécurité. En bas, dans la cour, des phares balayaient les briques. Un convoi de camions noirs était arrivé. Ce n'étaient pas des camions de démolition standard. Ils n'étaient pas marqués. Des hommes en tenue tactique se déchargeaient des caisses. Béatrice n'attendait pas l'équipe de démolition du lendemain matin. Elle accélérait le processus. Elle allait faire sauter le bâtiment cette nuit, sous le couvert de l'obscurité, pour s'assurer qu'il n'y ait aucun témoin. Chloé était allongée à plat sur le toit, regardant par-dessus le bord. Elle vit Béatrice debout près d'une limousine, un téléphone à la main. « Oui, » disait Béatrice, sa voix portant dans l'air immobile. « Faites-le maintenant. Faites d'abord sauter le sous-sol. Je veux que la structure s'effondre vers l'intérieur. Une tragique défaillance structurelle due à la négligence. » Le cœur de Chloé s'arrêta. Il piégeait le sous-sol. Liam était dans le sous-sol. Elle ne pouvait pas appeler la police. Béatrice contrôlait le capitaine du commissariat local. Liam l'avait mentionné une fois lors d'un dîner. Si les policiers locaux venaient, ils se contenteraient peut-être de sécuriser le périmètre pendant que Béatrice finirait le travail. Elle avait besoin de l'attention des autorités fédérales. Elle avait besoin de quelque chose que Béatrice ne pouvait pas acheter. Elle avait besoin que le monde entier regarde. Chloé sortit son téléphone. 4% de batterie. L'écran était fissuré, mais il fonctionnait. Elle ne composa pas le 911. Elle ouvrit Instagram. Elle avait gagné 50 000 followers au cours des dernières 24 heures à cause de la campagne de haine. Elle appuya sur « Go Live ». L'écran clignota. En direct,
200 spectateurs, 500 spectateurs, 2000 spectateurs. Je m'appelle Chloé Sterling, murmura-t-elle à la caméra, le visage couvert de suie et de sang sur le front, avec en arrière-plan l'usine sombre qui se dressait derrière elle. Je me trouve dans l'ancienne usine textile Sterling à Brooklyn. Mon mari, Liam Sterling, est enfermé dans la cave. Elle retourna la caméra pour montrer des hommes en train de décharger des explosifs. Voici Beatrice Sterling, raconta Chloé en zoomant sur sa belle-mère. Elle est en train de piéger ce bâtiment pour le faire exploser afin de dissimuler les preuves de ses crimes et de tuer son propre fils. Si la transmission est coupée, c'est que je suis morte. Envoyez le FBI. Envoyez les pompiers. Ne les laissez pas étouffer, cette affaire. Le nombre de spectateurs a explosé. 10 000, 50 000. Le chat allait si vite que l'utilisateur 99 ne voyait plus qu'un flou d'horreur et d'émojis. Est-ce réel? News Daily, envoyez-nous immédiatement un message privé. Officiel de la police de New York, où êtes-vous? En bas, l'un des hommes leva les yeux. Il avait vu la lumière de l'écran de son téléphone. Maman, on voit le toit, cria l'homme. Béatrice leva les yeux, le visage déformé par un rictus. Attrapez-la et faites exploser les charges maintenant. On ne peut pas. Le câblage n'est pas terminé. Je m'en fiche. Faites-le exploser manuellement. Chloé se précipita. Elle devait descendre, mais les escaliers étaient bloqués par les hommes. Elle regarda l'escalier de secours du côté nord. Il était rouillé, ne tenant plus que par un fil. Elle courut. « Arrêtez-la » rugit d'une voix. Une balle ricocha sur le gravier près de son pied. Il tirait. Chloé ne s'arrêta pas. Elle atteignit l'escalier de secours et enjamba la rampe. Le métal gémit sous son poids. Elle glissa le long de l'échelle, la rouille lui brûlant les paumes. Elle atterrit dans la ruelle au moment où la première explosion secouait le bâtiment. Boum! Le sol trembla. De la poussière s'échappa des fenêtres du sous-sol. « Liam! » hurla Chloé en courant vers le bâtiment au lieu de s'enfuir. « Non! » Une main l'attrapa par l'épaule. Elle se retourna, prête à se battre, le registre rouge serré contre sa poitrine comme un bouclier. Ce n'était pas l'un des hommes de Béatrix. C'était un pompier. Des sirènes hurlaient au loin. Une symphonie de lumière rouge et bleue inondait la rue. La diffusion en direct avait fonctionné. Les pompiers étaient arrivés avant que les mercenaires n'aient pu terminer leur travail. « Vous ne pouvez pas entrer là-dedans, mademoiselle. C'est instable, » cria le pompier. « Mon mari est dans la chambre forte, » hurla Chloé en montrant du doigt. « Le sub, vous devez le sortir de là. » Des voitures de police s'arrêtèrent dans un crissement de pneus, encerclant les camions noirs. Les mercenaires de Béatrix lâchèrent leurs armes, réalisant qu'ils étaient surpassés en nombre et filmés par les caméras. Un hélicoptère de presse tournait déjà au-dessus de leur tête, son projecteur clouant Béatrix au sol comme un spécimen sur une lame. Chloé regarda les pompiers déployer une équipe de secours. Les minutes semblaient durer des heures. Le bâtiment gémissait comme une bête blessée, menaçant de s'effondrer complètement. Puis, émergeant de la fumée, 2 pompiers sortirent, soutenant entre eux une silhouette qui toussait et titubait, Liam. Il était couvert de poussière grise. Son smoking était déchiré, mais il était vivant. Chloé s'est libérée de l'ambulancier qui essayait de vérifier ses signes vitaux. Elle a sprinté sur le trottoir mouillé. Liam a levé les yeux, l'a vu et est tombé à genoux, ouvrant les bras. Ils se sont écroulés en un tas sur l'asphalte. Liam a enfoui son visage dans ses cheveux, sanglotant. « Tu es revenu, toi, femme folle et magnifique. Tu es revenu. Je te l'avais dit, » a murmuré Chloé en embrassant sa joue tachée de suie. « Je ne suis pas une touriste, je suis ta femme. » Les flashs crépitaient autour d'eux. La presse était arrivée. CNN, Fox, le New York Times. Béatrice était emmenée menottée, hurlant à un policier. « Savez-vous qui je suis? Je suis Béatrice Sterling. C'est une erreur. » Chloé se leva et aida Liam à se relever. Elle fouilla dans son sweat à capuche et en sortit le registre rouge. Il était sain et sauf. « Monsieur l'agent » appela Chloé à l'intention du détective qui arrêtait Béatrice. Elle s'avança, les caméras s'écartant pour la laisser passer. Elle regarda Béatrice droit dans les yeux. « Ce n'est pas Béatrice Sterling » dit Chloé d'une voix calme, diffusée à des millions de téléspectateurs. « Elle s'appelle Béatrice Thorne, et ceci, dit-elle en brandissant le livre,
est la preuve qu'elle a assassiné Elias Sterling pour voler cet empire. Béatrice cessa de se débattre. Elle regarda le livre. Elle pâlit, prenant un air vieux, fragile et vaincu. « Échec et mat », murmura Liam. 3 mois plus tard, la salle d'audience du district sud de New York était bondée. C'était le procès de la décennie. L'affaire Kate Gate, comme l'appelait Internet, avait mis au jour une conspiration vieille de 40 ans mêlant fraude, détournement de fonds et meurtre. Chloé était assise au premier rang, vêtue d'un tailleur pantalon blanc impeccable. Fini le bleu marine. Fini de se cacher. Elle tenait la main de Liam. À la barre se trouvait un vieil homme frêle en fauteuil roulant. Le Dr. Thorne, l'homme du registre, le frère de Beatrix, qu'elle avait caché dans un sanatorium privé en Suisse, payé avec les fonds de la société pour garder secret le fait qu'elle n'était pas une débutante mondaine, mais la fille d'un escroc qui avait falsifié son identité pour se marier et hériter d'une fortune colossale. Elle m'a dit de couper le câble du bateau. Le Dr. Thorne érailla sa voix qui résonna dans la salle silencieuse. Elle a dit que si Elias modifiait le testament, nous serions tous les deux ruinés. Je l'ai fait. Je vis avec cette culpabilité chaque jour depuis. Un murmure parcourut la salle. Béatrice, assise à la table de la défense, ne réagit pas. Elle regardait droit devant elle, impassible. Le jury délibéra pendant moins de 2 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. Béatrice n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle s'est simplement levée, a lissé sa jupe et a laissé les marshals lui passer les menottes. Alors qu'on la conduisait devant Liam, elle s'est arrêtée. « J'ai bâti cette entreprise », a-t-elle sifflé. « Sans ma cruauté, tu vendrais des chaussures. Tu es faible, Liam. » Liam a regardé sa mère. Il regarda Chloé, la femme qui avait escaladé un conduit d'aération et affronté une équipe de démolition pour le sauver. « Je ne suis pas faible, mère, » dit Liam calmement. « J'ai simplement trouvé ma force dans autre chose que l'argent. Je l'ai trouvée en l'annelle. » Béatrice ricana et fut emmenée pour purger une peine à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les retombées furent immédiates. La famille de Vanessa Kensington prit publiquement ses distances, mais le mal était fait. Vanessa fut exclue de ses cercles sociaux, sa réputation définitivement entachée par son implication dans la tentative de dissimulation. 2 semaines plus tard, le conseil d'administration de Sterling Holdings se réunit dans le gratte-ciel qui dominait l'horizon de Manhattan. La table était remplie de vieillards en costume gris qui avaient soutenu Béatrice pendant des années. Ils avaient l'air nerveux. Liam entra. Il ne portait pas de cravate. Il se dirigea vers le bout de la table. « Messieurs, dit Liam, à compter de maintenant, je dissous le conseil d'administration. »« Vous ne pouvez pas faire ça, » s'écria l'un des administrateurs. « Nous avons un mandat à durée indéterminée. »« Je détiens le contrôle, » répondit Liam en jetant un dossier sur la table. « Le testament original de mon grand-père a été homologué ce matin. La clause de bonne foi. Elle accorde la totalité des actions avec droit de vote à ma femme et moi. Vous êtes tous licenciés pour négligence grave et complicité. » Les agents de sécurité s'avancèrent pour escorter les administrateurs furieux hors de la salle. Liam se tourna vers la chaise vide à côté de lui. « Madame la Présidente. » Chloé entra. Elle regarda la vue sur la ville qui avait tenté de la broyer et de la rejeter. Elle s'assit en bout de table. « Bon, » dit Chloé en ouvrant un ordinateur portable. « Première décision à prendre. Nous liquidons la flotte de jets privés et le domaine des Hamptons. Nous utilisons les fonds pour créer une fondation pour les victimes d'abus financiers. » Liam sourit, assis à sa droite, approuvant. Plus tard dans la soirée, ils retournèrent à la boulangerie où ils avaient commandé leur premier gâteau d'anniversaire, un petit endroit discret à Brooklyn, loin du faste de la 5e avenue. Ils s'assirent sur un banc dans le parc, regardant le coucher de soleil sur le pont. Chloé ouvrit une petite boîte en carton. À l'intérieur se trouvait un simple cupcake à la vanille recouvert d'un glaçage blanc. « Joyeux anniversaire en retard », murmura Liam. Chloé rit. Elle prit un peu de glaçage sur son doigt et le tamponna de manière espiègle sur le nez de Liam. Liam se figea pendant une seconde, puis sourit. Il prit un peu de glaçage et le tamponna sur sa joue. « Pas de gâchis » demanda-t-il. « Pas de gâchis » répondit Chloé en appuyant sa tête sur son épaule. « Nous en avons fini avec les drames. Nous vivons simplement. » Ils restèrent assis là, tandis que les lumières de la ville scintillaient sur 2 personnes qui avaient traversé le feu
et en étaient sortis avec l'or. Ils n'étaient plus seulement les Stearings, ils étaient des survivants. Et pour la première fois de sa vie, Liam se sentait libre. Quant au domaine des Hampton, il fut vendu. Les nouveaux propriétaires le transformèrent en parc public. La salle de bal où Béatrice avait régné fut démolie pour faire place à une aire de jeu. Et juste au centre, là où se trouvait autrefois la table d'honneur, il y avait un bac à sable, car les déchets doivent être jetés à la poubelle. Mais les rois et les reines, eux, construisent leur propre château. Waouh, quelle aventure! Après avoir été humilié devant l'élite, puis avoir renversé une dynastie corrompue, Chloé a prouvé que la vraie classe n'est pas une question d'argent, mais de caractère. Béatrice pensait pouvoir écraser Chloé comme un morceau de gâteau, mais elle a oublié que la pression ne fait que renforcer les diamants. Qu'avez-vous pensé de la transformation de Liam? Béatrice a-t-elle reçu la punition qu'elle méritait? Ou aurait-elle dû souffrir davantage? Faites-moi part de vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire de karma et de justice, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Mais ne le cassez pas comme le gâteau. Partagez cette vidéo avec un ami qui aime les bons drames et abonnez-vous à la chaîne avec les notifications activées pour ne manquer aucune histoire. Nous publions de nouveaux rebondissements chaque semaine. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Je crois. C'est le destin, de raid en raid, de raid en raid, bam bam bam, bam bam bam. De raid en raid. C'est comme ça en fait que la vie elle marche. On est. Oui. Oh, inside. Nice. Hirap. Il est inside aussi. Meron Planting. susunod sa akin pero Спайк установлен. Осветлю их. Oh vas-y, j'ai tout raté. Acha. Non, pitié, il me faut 2 wins. On gagne celle-là, on gagne celle d'après. C'est free win. Ok, on a des armes. Let's go. Je vais jouer un peu fantôme, tiens. Je joue pas trop fantôme, on va jouer un peu fantôme là, team. Je vais essayer la Jet Omnite. Je joue un peu fantôme là. Je pense fantôme c'est bien pour garder le A. Je joue pas à Valou. Tu viens de quel live déjà? Tu viens de qui? Et de quel jeu il jouait à qui le ou la streameuse que tu regardais à la base? Bicep. Un lock. Je te laisse, hein. Ah. Ouais, c'est du bus. Nice. Nice, good job, Чем. Спайк на Б. Остался один враг. Oh, it's main. I'm gonna try to get one. Don't take. Stun. I have. Oh, Nice. insane. Good job, Spike. Coucou Carnis. Carnix. Oh, je sais pas parler. Excuse-moi. Carnix reste quand tu as. Но их сердца выдают их. Arc Riders. Waouh. Une fois. Info. B1. Smokes B. Ограничился. Ouais, je suis Welly. Oh, je sais pas tirer. One ten on Welly. Je sais pas tirer. Montero qui pique en premier et qui se fait one shot. Merci pour ton follow. Qu'est-ce Ziggs de LOL. C'est meuf qui a rien compris.
Heaven up. Остался один игрок. Wesh. Ouais, je me suis pris une sale balle. They're really fucking good in this postland, and they have an up as well. Глубокий вдох. Выдох. Отлично. Si le terreau ne serait pas mort première seconde, j'aurais pu tenir le site. Hein. Et c'est ok. Mais il a décidé de pique. Alors qu'il a envie de Might just 12. spam B again. Yeah. Don't pick like terreau, ok? Wait. I'm gonna play safe on B, I'm alone. Tu vas jouer, tu vas pique, Texa? Ouais, ouais. Ok. Je sais pas quoi faire. Je sais pas, c'est des moves de con. B, fast, B, fast, B, fast. Oh, he's fucking late ass mid. Top mid chamber. Oh, Спайк установлен. Forte si on va aller en top. Oh là là, mais les meilleurs. One top. All on site? Bah, ouais. Où tu vas? Ouais, Gecko aussi. В утиль. Остался один враг. Nice. nice. Ah, Théo qui a ses 2 mollies à la fin Let's du go. round. Oh, je comprends pas. Je comprends pas. Des choses que je comprends pas dans la vie. Mais tu veux faire en disant because you are French. Ah bah oui. Mais tu vois, même sur Valo, les gens ils trollent parce qu'on est français et tout, je sais pas quoi. Нужна пушка. Tu peux bailler circonflexe? Спасибо. Merci. Je Je peux te m'appelle bailler un comment, truc, je peux te bailler un truc Texan en vrai. Je m'appelle comment, Kata? Lalia. Wow. Ouais. Поиграть захотелось. Поиграем. Je peux lui acheter un truc à Texan, Je vais mais. essayer de me Yo, casser la flash nah, gecko, je they're pense. Supplice. cheating. Ouais. They're Vite, just vite, free je te firing suis, me. je te suis. Ослеплю их. Ослеплю их. Smoke B. C'est du B, je crois. Hey, Hey, on innate. site. Позорище. Planting. Спайк установлен. One on me. One on the right. Ультимейт готов. Они падут! Закрываю обзор. Рвать и кромсать. Шипы на месте. Одного зарубил! Ah, je pique en slow. Je pique en slow. Остался один игрок. Waouh, ils jouent Yeah, tous these post guys. plant. Ils ont que des I trucs think post they saw plant. like a pixel on my shoulder. They that all made them play all post like- plant. Always. We can't just let them plant again. Yeah, we need I to guess kill like, them. that's the only thing we can Il y a do. du drama, aucun Try to drama mon predict petit where they're going and Ramson. stop them. Aucun drama. You want Because to soon as they pick get into these post plants, we're dead. yeah, you have no Maybe gun. save, guys, no? Yeah, save. Пушка. We didn't have a I'm minute. saving. Est-ce que quelqu'un peut me buy ça? Merci. They flashing and then they. You should Bad take a idea. flash. Осторожно. Yeah, Should but we take a have no flash. gun. It's fine. It's worth it. Стена на месте. Shot mid. Ooh, it's A. It's A. Free people. Yeah. Still watch out mid. Шипы по... Стена сработала.
Шипы на месте. Wait, heaven, Sixty-one. heaven, heaven. Je suis trop nulle. К тому все и шло. Pourquoi il Pas du temps, lutte? Nico Pourquoi il- L'ulti des Спайк hommes. установлен. L'ulti des hommes. Остался один игрок. Why you Okay, ultero? no, it's fine. No, it's not fine. Why is he ulting? Answer I me. just don't think You, we should fuck that. you're playing with him. Why No, you I'm solo. protecting him, bro? He's Okay, bad. I'm not protecting anyone. I just don't want us to fight over like. No, fucking he Yeah, needs numbers. to you're right, you're right. understand. He's playing bad. You play like girls, bro. He's ulting in Nico. What? I don't know why. He's playing like a what? Gold. Girls. Oh, I thought you said girl. I was like, yo, are you? That's Oh, crazy. no. That. That's sexist. Okay, No, you get I was like, are you doing friendly fire right now? Yeah, yeah, yeah. Sur toi, Kader. It's always friendly. Прикончил. Wow, l'hôtel est What? Ограничу обзор. Bro, this guy needs to confirm the cheating allegations, bro. They're nothing. Mais they saw me. They know. One still on A. Oh là là, mais elle est trop forte. Non, mais le Théo, il ulti en Asing, tu sais. Il ulti en déco, le gars de jeu, frère. Pitié. Faut voir où je joue Théo. Pitié. Спайк I'm установлен. gonna try to get behind. Main. Two main, one heaven. Вспышка. Остался один Heaven. враг. Oh, yep. Остался один игрок. Oh, il est... Клатч. NT. Oh, le Oui, Théo, il est perdu. Ouais, il est Ah perdu. oui. It's all good if we lose.